Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce qui fait que vous aimez le web développement? Enfin, le développement web. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous aimez ça. Bon, il est possible qu'il y ait parmi vous un ou deux spécialistes de l'embarqué qui soient juste là pour troller, mais bon, en général, c'est quand même un peu rare. Euh, je pense qu'une des raisons essentielles qui fait qu'on aime le développement web, c'est ce fameux trio HTML, CSS et JavaScript. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait de la programmation d'UI à l'ancienne avec du GTK ou du Swing ou ce genre de choses. C'est pas toujours très agréable à faire. Et le gros avantage d'HTML, c'est ça. C'est le fait que HTML est tout simplement un langage déclaratif, ce qui, quand vous concevez votre interface, vous permet quand même de visualiser en lisant le code, d'avoir au moins un aperçu de ce que ça va être. C'est quand même beaucoup plus facile qu'avec une programmation de type impérative. Bien sûr, notre travail a énormément évolué depuis les premiers pas d'HTML. Aujourd'hui, on ne fait plus de sites web, on fait carrément de vraies applications web. Et donc, notre vocabulaire à nous, développeurs, s'est considérablement élargi. Aujourd'hui, on parle plus de header ou de paragraphe ou de choses comme ça. On va parler de tooltip, de date picker, de data grid, ce genre de choses. Et donc, fatalement, y a plein de développeurs qui se sont attaqués à la tâche de comment arriver à donner de vrais composants d'UI comme ça aux développeurs. Alors, il y a eu évidemment pas mal d'approches. Il y a l'approche Bootstrap qui, en gros, consiste essentiellement pour l'utilisateur à copier-coller des gros bouts de markup en priant pour que ça marche. Non, je suis méchant, en général ça marche. Vous voyez d'ailleurs, alors non, vous voyez pas bien hélas, mais le côté déclaratif de HTML, on le perd un peu. Ça devient quand même beaucoup plus difficile quand on voit ce gros bout de markup de se représenter mentalement à quoi ça correspond. L'autre approche qui a été utilisée notamment par l'équipe de Dojo, c'est le retour à l'impératif pur et dur. Quand on voit ce genre de bout de code, moi, j'ai petits frissons. Oh, GTK, bizarre. Donc là encore, c'est le même problème, c'est-à-dire que ça peut très bien marcher, il n'y a aucun souci là-dessus, mais le problème c'est que c'est pas très explicite, c'est pas très clair comme code, c'est pas très parlant. Alors, d'un autre côté, il y a aussi évidemment le fameux jQuery avec son projet jQuery UI qui a essayé de conserver justement une API beaucoup plus légère, donc ça reste de l'impératif mais c'est quand même beaucoup plus léger, et essayer aussi de proposer des choses qui puissent se brancher sur un markup existant. Le souci c'est que l'API jQuery est quand même un peu bizarre, hein. Quand vous voyez que pour appeler une méthode sur des onglets, il faut appeler la méthode taps et lui passer une espèce de nom de méthode. Je sais pas, hein, j'ai un peu l'impression d'être de retour à l'époque de XML RPC. Sans parler évidemment de la difficulté qu'il y a à t'aimer les composants de jQuery. Et parce que, évidemment, c'est un peu une conséquence du phénomène de cascade des feuilles de style. C'est-à-dire que pour avoir des composants qui soient thèmables, mais tout en étant difficilement modifiables par des styles extérieurs, ça demande une espèce de rigueur extrême dans le nommage des classes CSS, etc. Donc voilà, déjà on avait plusieurs options, et puis le truc c'est que là-dessus sont arrivés, avec la mode des single page applications, les frameworks. Les frameworks, alors Backbone, Angular, Ember, maintenant React. Le souci, c'est que tous proposent une façon finalement de coder vos éléments d'UI, une façon qui est évidemment pas compatible avec les autres frameworks. Donc du coup, il y a eu deux façons de faire pour les développeurs. Il y a eu la méthode MacGyver, c'est-à-dire ok, je suis dans Ember, mais je vais quand même essayer d'utiliser jQuery dedans. Donc ça donne un code qui est quand même pas... ça sent le duct tape, on va dire. Et puis sinon, il y a les grands courageux qui se sont dit tant pis, c'est un nouveau framework, je vais implémenter mes composants d'UI avec ce framework. Évidemment, ça prend du temps.
Ça prend du temps et en plus, les années passent et les frameworks changent. Et c'est un petit peu là où mon histoire commence. Je vais un peu vous parler de moi et de mon équipe. Nous, avec mon équipe, ça fait maintenant presque 5 ans qu'on développe des single page apps. Et dans notre quête, évidemment, du framework ultime, parce qu'à la fin d'un projet, on se dit « Mon Dieu, mais il doit vraiment y avoir un meilleur moyen de faire ça. » Bon, on a essayé plein de trucs. Mais alors, vraiment plein. Hein. On a essayé de YUI à aujourd'hui React, en passant par Ember. On a même eu une période Angular. On a vraiment tout fait. Et donc, moi, qui étais un peu le seul gars dans l'équipe, un peu branché UI, avec une petite sensibilité artistique, tout ça, c'est quand même bien souvent moi qui me suis fadé le boulot de allez, je recode avec le nouveau framework, ces putains d'éléments de UI. Évidemment, au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, ça serait bien si on pouvait arriver à vraiment enfin avoir des trucs réutilisables. Et un jour, j'ai vu la lumière. J'ai vu ça. J'ai vu ce draft, en fait, de spec, qui était l'introduction Web Components, et qui, en gros, présentait ceci. Donc l'idée originale des Web Components, c'était ça. C'était une balise élément dans laquelle on peut coller du style, un template, un boot script, et pouf, on a un nouveau tag HTML. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial, parce que non seulement ça permet de faire des composants réutilisables, mais en plus, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, comme on peut finalement utiliser ces composants sous forme de tag HTML directement dans nos templates, notre markup, etc., on retrouve ce côté déclaratif finalement de « Ah oui, là mon UI, quand je lis mon markup, je visualise ce que ça va donner ». Alors, cette spec introductive, elle n'est plus, en tout cas elle a été mise en sommeil, mais toutes les technologies en fait qui étaient déjà décrites dedans ont survécu, heureusement. Comme vous le savez, elles sont aujourd'hui en cours de stabilisation. Évidemment, il y a beaucoup de discussions entre les différents implémenteurs de navigateurs. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été implémentées. On va rapidement les passer en vue, parce que je pense qu'effectivement, si vous êtes là, c'est que vous savez déjà un peu ce que c'est. Évidemment, les custom elements, c'est ça qui nous permet tout simplement de définir de nouveaux tags HTML, donc c'est ça qui nous permet de retrouver ce côté déclaratif dont je parlais. Donc c'est très simple, en gros, ça rajoute la méthode register element au document, et c'est ça qui vous permet d'enregistrer d'enregistrer auprès du navigateur de nouveaux tags. Alors, passer en revue quand même. Oh. J'ai fait un truc là, je sais pas quoi, mais j'ai fait un truc. D'accord, donc en fait ça fait pas du tout ce que je voulais. Voilà, on va faire comme ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors ce qui est très intéressant, surtout avec l'aspect Custom Element, c'est que en gros, les implémenteurs fournissent des hooks, finalement, des moyens de définir des comportements lors du cycle de vie de son tag. Et c'est ça qui permet vraiment d'interagir, enfin de faire des composants d'UI qui se comportent exactement comme un tag classique de navigateur. Ah ben décidément, je perds l'habitude. Voilà, et puis surtout, ce qui est super sympa, c'est qu'on peut même étendre des éléments existants. Alors, à savoir que la syntaxe is, qui permet effectivement d'étendre un élément existant, elle est en cours de discussion. On ne sait pas trop au final si c'est ça qui va être utilisé. Wait and see. Après, là on va passer très vite. Bon, évidemment, les templates HTML, c'est ça qui nous permet enfin de définir des espèces de fragments de DOM qui vont être parsés, mais qui ne vont pas être rendus, et que vous pouvez accrocher après à ce que vous voulez. Et ce dont parlait Cyril tout à l'heure, le fameux Shadow DOM. Alors le fameux Shadow DOM, parce que ce qui est bizarre avec le Shadow DOM, c'est que finalement c'est une techno qui existait dans le navigateur déjà, puisque c'est ce qui est utilisé pour vous cacher tout le markup de la balise vidéo, par exemple. Je pense que c'est l'exemple que tout le monde connaît bien. Mais voilà, c'est vrai que le mettre dans les mains des développeurs, c'est très intéressant. Pour deux raisons. Moi je trouve qu'il y a deux killer features dans Shadow DOM. C'est le fait de pouvoir
mettre une barrière au niveau CSS entre le markup qu'il y a dans votre Shadow DOM et le reste de la page, parce que ça vous permet de régler une bonne fois pour toutes ce problème classique du theming, enfin du thémage finalement de vos composants. Vous êtes sûr que tout ce qui est défini comme style autour ne va pas interférer avec le CSS que vous avez déclaré dans votre élément. Mais surtout, et ça on n'en parle pas assez, c'est l'aspect composition du markup. Ici, vous voyez, il y a une balise content. Cette balise content, c'est ça qui va nous permettre en fait finalement de décorer du HTML existant. Par exemple, ici, donc ici j'ai mon Shadow DOM, j'ai ma balise content, donc en gros ce que je veux faire c'est une pauvre modale, hein, toute simple. Donc je veux juste voilà, encapsuler ça dans une div et rajouter un bouton close. Et ici donc j'ai mon light DOM, c'est-à-dire le markup que je fournis finalement en enfant de mon custom element. Et le résultat, c'est qu'en gros, ces nœuds enfants, ils sont tirés à l'intérieur de mon Shadow DOM. Le résultat, c'est que voilà, ça permet de décorer à volonté son markup, et c'est un mécanisme extrêmement puissant. Enfin, la dernière spec qui existe, c'est les imports HTML. Donc là, on va pas passer 3 quarts d'heure dessus, hein, c'est très simple. L'idée, c'est simplement de pouvoir charger des web components sous forme de fichiers HTML directement dans sa page. Là encore, tout le monde n'est pas d'accord sur les imports HTML. Certains, notamment chez Mozilla, ils disent bon, on va déjà avoir les modules ECMAScript 6, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça? À voir. Moi je pense que les avoir c'est quand même intéressant, même si effectivement ça pose un petit problème de dépendance entre les imports HTML qui peut être compliqué à gérer au niveau implémentation dans les navigateurs. Et donc le résultat c'est qu'aujourd'hui, si on mélange toutes ces specs, on a un web component Vanilla.js. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on est un petit peu loin de l'élégance que j'aimais dans la spec initiale, cette fameuse introduction web component. C'est quand même un peu plus verbeux, voilà. Il y a des mots prototype, ça, tout le monde n'aime pas voir ça. Hein, bon. Donc il y a ce premier problème. Évidemment, le deuxième problème, c'est le support avec le support des navigateurs, il n'est pas encore parfait, loin de là. À noter que côté IE, enfin il faut dire Edge maintenant, ça avance bien, ils ont commencé a priori l'implémentation du Shadow DOM, les custom elements ça va venir. Je pense que d'ici 2 ans, on sera bien. Il restera un navigateur probablement qui sera tout rouge, je vous laisse deviner lequel, le nouvel IE. Alors, du coup, comme effectivement créer un web component en Vanilla.js, c'est quand même pas hyper pratique, certains se sont dit, bon, on va essayer de faire des librairies pour rendre le truc un peu plus facile. Et d'ailleurs, donc, c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'avec mon équipe, je me suis décidé à regarder un petit peu ces librairies, parce que j'étais vraiment convaincu que c'était la bonne solution, les web components. Et donc voilà, à l'époque, les deux options existantes, elles étaient simples. Il y avait Xtag de Mozilla. Donc Xtag, en gros, ils utilisent que les custom elements, uniquement. Donc du coup, votre composant, vous le créez uniquement avec du JavaScript. Bon, c'est pas mal, hein, y a aucun souci là-dessus. Du coup, d'ailleurs, on a commencé à, à l'expérimenter sur un projet. Le souci qu'il y a, c'est que, évidemment, le fait de construire son markup à la mano en utilisant le DOM, c'est vite verbeux. Et c'est vrai qu'à la fin du projet, on se dit, bon, ça marche bien, c'est performant, mais quand même, au niveau du code, le résultat est pas terrible. Et évidemment, on est chez Google, il y a Polymer. Donc Polymer, ils ont choisi, eux, d'utiliser toutes les specs. En plus, ils ont implémenté tous les polyfills, donc plus de soucis là-dessus. Ils ont ajouté énormément de sucre syntaxique pour rendre vraiment le développement plus facile et plus sympa. Et en plus, ils ont rajouté un gros paquet de fonctionnalités, notamment le binding à la Angular ou Ember. Donc ils en ont fait, j'ai peur de dire le mot, mais presque un vrai framework. Grosso modo,
avec Polymer, là, pour le coup, on est quand même assez proche finalement de la spécification originale. On a une balise Polymer Element, voilà, un bout de code. Il y a énormément de fonctionnalités un peu magiques dans Polymer qui font les choses à votre place, donc c'est vrai que développer avec, c'est très agréable. Pour en revenir à mon équipe, le problème c'est qu'à l'époque où on a regardé Polymer, Polymer était très jeune. Et il y a deux choses qui nous ont fait peur. Alors déjà, il y avait un truc qui nous rendait la chose impossible, c'est que on était censé supporter IE9, Polymer ne le supporte pas. Donc déjà, c'était mort. En plus, on s'inquiétait un peu du fait que le polyfill, notamment pour Shadow DOM, il était assez violent. Violent dans la mesure où pour vraiment polyfiler Shadow DOM, il faut tout surcharger, quasiment toutes les méthodes du DOM. Typiquement, document.querySelector, faut le surcharger parce que vous n'êtes pas censé remonter des nœuds du Shadow DOM. Donc vous êtes obligé de la surcharger. Vous imaginez un peu le truc. On s'est dit d'un point de vue perf, ça risque d'être compliqué. Je vous rassure, ils ont beaucoup travaillé sur le sujet, notamment ils ont fait une espèce de version light, on va dire, du Shadow DOM qui s'appelle ShadyJS maintenant. Et grosso modo, aujourd'hui on a une plateforme de polyfill qui est stable, qui est relativement légère, surtout la version light. Je crois qu'on est de mémoire dans les 70K non minifiés. Donc on est plutôt pas mal. Mais à l'époque, Polymer pour nous c'était pas possible. Donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, je vais faire ma propre solution. L'idée, grosso modo, c'était de trouver une espèce de compromis entre l'extrême légèreté d'Xtags et son manque de son côté pratique qui était quand même pas terrible. Et je voulais pas un truc non plus trop plein de features comme Polymer. Je voulais trouver un truc un peu entre les deux. Et surtout, je voulais essayer de proposer des éléments, des custom éléments, plus adaptés aux besoins du développeur de tous les jours. C'est vrai que Xtags il proposait pas grand chose. Polymer, nous, c'était pas vraiment adapté à notre cas. Vous savez, moi je travaille dans une boîte qui fait des applis pour les directions financières. Voilà. Donc pour nous, en gros, il n'y a qu'un seul élément qui compte. Hein. Le seul vrai élément qui compte, c'est le data grid. On a besoin que de ça quasiment. Donc j'exagère un peu, on a besoin d'un peu plus de trucs, mais voilà, les financiers sont des gens, ils aiment beaucoup les tableaux de chiffres, donc si on n'a pas un super data grid, c'est mort. Donc voilà, et puis comme j'étais tombé amoureux de cette fameuse introduction Web Component, je me suis pris la tête en me disant, voilà, je voudrais absolument que les gens puissent écrire des éléments exactement comme dans cette spec originale. Le problème, c'est que du coup, ça impliquait de faire de la transformation de code. Ça pouvait pas marcher directement avec une librairie. Donc j'ai créé une espèce de transpiler avec Bosonic. Grosso modo, ça prenait vos éléments sous forme de fichiers HTML séparés, et hop, ça recrachait du JS d'un côté, du CSS de l'autre, polyfilé et tout, nickel, support d'IE9, parfait. Et grosso modo, à l'époque, créer un élément bosonique, comme je l'ai dit, conforme à la spec, la même. Et donc j'ai lancé ça il y a 18 mois. Et là, peur, incertitude et doute. Ce qui s'est passé, c'est que déjà j'ai eu très peu de feedback. Ça m'a vachement surpris au début. Je me suis dit, merde, Web Component, moi je suis vachement... ça me plaît quoi, pourquoi je suis le seul? Je parle même pas uniquement de Bosonic. Enfin, je me dis, les Web Components, de manière générale, dès que j'essayais d'en parler à une conf, un meet-up et tout, limite les gens me fuyaient, enfin c'était assez surprenant. Et donc voilà, les gens ils suivaient pas, et puis ils exprimaient pas leurs griefs, et vraiment j'en suis arrivé à un stade où, voilà, le développeur à qui on présente les Web Components, bon. Alors, il m'a fallu du temps, mais je pense avoir fini par comprendre, parce que ce qui en plus me surprenait, c'est que dans le même temps, alors pour le coup, la popularité de React, ça a augmenté de façon quasi exponentielle. Aujourd'hui, on parle plus que de ça. Et donc, je pense que mon erreur, notre erreur, aux gens qui ont essayé d'évangéliser les web components, etc., ça a été de présenter ça comme une solution. Oui, avec ça, vous allez construire vos éléments de vie. Mais en fait, effectivement, la plupart des développeurs, ça ne nous amuse pas d'aller foutre les mains dans le DOM. Pourquoi? Parce que le DOM, c'est verbeux, c'est un peu lourd, y a des choses qui pourraient paraître très simples, qui ne sont pas si simples à faire à la main.
Donc voilà, je pense qu'en fait, aujourd'hui, les Web Components sont une très bonne solution pour proposer aux gens de vraies librairies d'éléments, clés en main, où vous n'avez plus qu'à utiliser. Un peu, voilà. Pour moi, il faut effectivement un Bootstrap en Web Components, parce que je suis sûr qu'ici encore, il y a plein de gens qui, quand ils démarrent un projet, ils disent, bon allez, hop, Bootstrap, ça c'est fait, clac, on a des éléments de base, nickel. Je me trompe? Ouais, quand même, hein, soyez honnête avec vous-même. Voilà, donc, bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement essayer de présenter les choses différemment et de dire, bon, ben, ok, les Web Components, c'est une super techno, ça nous permet de vous faire des éléments que vous pouvez utiliser directement dans vos templates avec le framework que vous voulez, React, Ember, Angular. Et voilà. Si vraiment vous avez envie de développer votre propre élément, posez-vous plusieurs fois la question parce qu'il y a, franchement, il y a beaucoup de chances que pour arriver à faire un élément réellement réutilisable, franchement, finalement, le choix, il est assez restreint. Et tout ça pour dire que du coup, je viens de relancer le projet Bosonic récemment, il y a 2 jours. En essayant justement de réorienter complètement le projet, de le présenter complètement différemment. Aujourd'hui, Bosonic, c'est pas un projet pour faire des Web Components, c'est un projet, c'est une librairie de Web Components. C'est tout. Alors oui, bien caché dans la doc quelque part, vous trouverez le moyen de faire vos propres éléments si vraiment vous voulez le faire. Mais c'est plus du tout ça que je vais mettre en avant. Ce que je veux mettre en avant, voilà, pour moi, j'adore les composants... les paper elements de polymère là, avec le material design, tout ça c'est super. Moi personnellement j'en ai pas l'utilité. C'est pas voilà, le genre d'appli que j'utilise, enfin que je développe, ça me sert pas à grand chose. Donc mon objectif avec Bosonic, c'est d'essayer de créer une communauté avec moi pour qu'on développe des éléments tout simples, à la bootstrap, des trucs peut-être un peu plus avancés, effectivement, toujours mon fameux data grid. D'ailleurs, vous irez voir sur le site, j'ai fait une petite démo sympa d'un élément qui étend l'élément table standard du HTML. Voilà, aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. Et franchement, le projet est ouvert, je vous encourage à venir participer. J'ai déjà mis quelques issues si vous n'avez pas d'inspiration. N'hésitez pas à venir m'en parler, là, à la sortie. Ce projet peut potentiellement être le vôtre. Est-ce que vous avez des questions ? Il faut toujours le premier qui ose se lancer et après ça déroule. T'as combien de composants actuellement dans le panier? J'ai pas compté, je dois être une douzaine, je pense. Ouais, c'est léger encore, hein, c'est léger. J'ai plein d'idées, mais c'est le temps qui me manque. C'est ceux que tu avais avant dans les exemples de Bosonic avant que tu refondes? Ouais, alors ils y sont à peu près tous. Il y en a certains que j'ai virés parce que je les trouvais pas forcément utiles. J'en ai rajouté d'autres qui... Voilà. Mais grosso modo, là, franchement, pour moi, bon, la 1.0, je l'ai sortie parce qu'il fallait que je la sorte, hein, ne serait-ce que pour moi, sinon j'avais pété un câble. Mais l'objectif, c'est au moins pour la 1 de couvrir à peu près le même champ que Bootstrap. Et pour moi, la 1, c'est dans 1 mois ou 2 max, hein, franchement. Voilà. Quel est ton support navigateur pour la version 1 de Bosonic? Et surtout, est-ce que tu l'utilises en prod sur un projet? Alors oui, j'utilise en prod, bien sûr. Sinon, je douterais, ce serait pas normal. Non, j'utilise en prod. D'autre part, concernant le support navigateur, alors justement, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand j'ai essayé de faire ce fameux transpiler, là, cette transformation de code, en gros, ça me consommait énormément de temps, parce que c'est pas évident à faire. En plus, j'ai essayé plein de façons de le faire. J'ai utilisé des macros Switch.js, j'ai utilisé Esprima pour faire de la ST. J'ai même utilisé le... alors, je me rappelle plus le nom, mais le machin qu'ils utilisent là, chez React pour compiler, entre guillemets, le JSX. Donc bref, ça me prenait énormément de temps et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est con, parce que là, tu travailles sur un truc. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de produire des éléments.
Donc du coup, j'ai décidé, là, pour ce reboot du projet, de repartir vraiment, d'utiliser les mêmes polyfills que Polymère. Donc le support navigateur, effectivement, côté IE, c'est IE10 minimum. Mais l'objectif, enfin, j'attends de voir, j'aimerais bien avoir un peu de feedback pour changer, et j'attends de voir ce que vont me dire les gens. Si vraiment le support IE9 est important pour certains, pour, disons, une bonne proportion de gens, je peux le remettre en place assez facilement puisque j'ai toujours mes outils de transpilation qui traînent dans un coin. Voilà, donc là vraiment là-dessus, j'attends de voir. Pour l'instant, je veux vraiment envoyer de l'élément à fond et après on verra. Une petite deuxième question, enfin ça sera même la troisième. Est-ce que tu as une interface à nous montrer, enfin un site que tu aurais fait avec Bosonic? Non, alors je peux pas montrer de site. Non, je peux vous montrer les démos vite fait, hein, mais je peux pas vous montrer d'appli. Alors non, faut pas que je fasse ça. Alors, par contre, je vois pas bien ce que je fais. Hein. Hop. Donc bon, bah voilà, hein, il y a plein de démos. Alors la fameuse modale, hein, parce que si on n'a pas de modale, ça le fait pas. Mais c'est surtout, alors au-delà de la démo, moi ce que je trouve intéressant, c'est le code pour l'utiliser. Je sais pas si vous voyez assez bien là, mais ouais, en fait, ouais, la modale c'est pas forcément intéressant. Alors ouais, un truc important. Sur cette release, j'ai vraiment fait en sorte, puisque maintenant on utilise React avec mon équipe, j'ai vraiment fait en sorte que ça puisse vraiment bien marcher avec React. Et notamment, il y a un truc que React n'aime pas du tout, c'est les attributs HTML custom. Du genre, voilà, l'idée là de... Alors normalement, c'est sans le data. Hein. L'idée, c'est que si vous mettez dans votre modal un bouton avec un attribut dialog dismiss, bon, bah, l'élément, il va comprendre que, ok, donc si l'utilisateur clique sur ce bouton, je ferme la modale. Et du coup, pour que ça puisse marcher avec React, j'ai fait en sorte que tous les attributs custom des éléments existent dans la version data-quelque chose. Et là, avec React, ça marche. Normalement, c'est couvert. Mais voilà, hein, si vous voulez voir un truc sympa, enfin moi je trouve sympa, hein, puisque j'en fais tout le temps de ces saloperies. Donc là, ouais, j'aurais peut-être dû montrer le code d'abord. Mais bon, voilà, c'est un prototype de data grid. Ça marche tout seul, c'est hyper rapide. Franchement, niveau perf, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez choisir, bon, là, c'est pas très stylé, évidemment. Et surtout, au niveau du code, ce qui est vraiment sympa, c'est que, vous voyez, bon, mis à part la ligne du haut, à la base, c'est un table. Et juste, j'utilise en fait le fait de pouvoir étendre des balises existantes pour rajouter pour injecter finalement les fonctionnalités de data grid dans une table classique. Ça, je trouve ça assez sympa. J'avais une question. Il y a quelque chose que je comprends pas trop avec les web components, c'est au niveau du theming. Étant donné que le style sheet est indépendant dans chaque component, si on les fait tous en bleu puis qu'un jour on décide qu'ils doivent être tous verts, est-ce qu'on est obligé de repasser sur tous les web components pour changer le thème? Alors non, effectivement, je suis passé très vite sur ce slide. Enfin, je vous l'ai même pas montré. J'avais des slides par rapport au styling du Shadow DOM. Ils ont prévu des sélecteurs qui permettent effectivement de rentrer depuis l'extérieur, de rentrer dans le Shadow DOM pour aller le styler. C'est des sélecteurs 2.2. Shadow et puis / deep / voilà. Bon. Le truc, c'est que c'est pas hyper pratique à utiliser, très honnêtement. Moi, je trouve ça pas super. Et donc, j'ai finalement, j'ai mis en place, et je vais mettre en place le même truc qu'a décidé de faire l'équipe Polymère, c'est-à-dire d'utiliser les variables ou propriétés CSS, ça dépend comment on les appelle. Et donc, l'idée, c'est que, voilà, dans le Shadow CSS, on va dire, tu définis des propriétés, par exemple, bon, ben voilà... la couleur de fond, la taille de la police, ce que je sais. Et donc tu peux modifier ces propriétés directement depuis l'extérieur. Et c'est ça qui va te permettre de vraiment de modifier, de t'aimer, d'appliquer ton propre thème finalement à tes éléments. Et alors,
pour l'instant, donc j'ai mis en place, mais j'ai pas, comment dire, il y a que Firefox qui supporte le variable CSS. J'ai pas voulu utiliser de polyfill parce que c'est un peu comme les polyfills Shadow DOM, c'est tout de suite assez violent comme polyfill. Et comme j'aime bien faire des trucs de build, je suis en train de travailler sur une petite, oui, on va dire une tâche de build qui va en fait utiliser d'un côté Vulcanizer, qui est un système qui permet de concaténer tous ces éléments pour avoir tout dans un seul fichier, hein, c'est toujours mieux d'éviter d'avoir X requêtes, et qui en plus va appliquer du post-processing CSS pour finalement faire en sorte, disons, que les variables CSS fonctionnent avec tous les navigateurs. Voilà. Tu peux pas poser de questions, t'es speaker, toi. Je pense que je suis le développeur atypique parce que moi j'adore créer mes composants et un truc que j'aimais bien de la vieille version de Bosonic, c'était une approche différente à la création de composants. Est-ce que tu l'as gardé quand même? Est-ce que tu vas la documenter comment le faire ou tu comptes mettre ça sur le capot et bien caché? Franchement, c'est documenté hein, quand même. Hein. C'est documenté dans la partie référence. J'ai fait exprès de pas appeler ça documentation justement pour pas que les gens aillent voir. Et dans l'introduction, j'explique, mais en fait, tu dois pas lire ça. Mais non, effectivement, c'est quasiment pareil qu'avant. La seule différence syntaxique, grosso modo, c'est que tu es obligé de faire bosonic.register et non plus seulement le... Alors, je sais plus comment on appelle ça, là, c'est une object expression, ils appellent ça. Bref, on s'en fiche. Allez, une dernière question. Putain, tu me fais courir, Martin. Alors, l'une des promesses de Web Components, c'est de pouvoir prendre des composants web qui sont faits dans des frameworks différents, divers et variés, de les mélanger, puisqu'au bout du compte, c'est censé être des Web Components standards une fois qu'ils sont réalisés dans le DOM. Est-ce qu'en pratique, on arrive effectivement à faire ça? Tout à fait, puisque vu que Bosonic utilise exactement les mêmes polyfills que Polymer, tu peux tout à fait, et je crois d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui... Oh, la transition est bien vue. Je crois qu'il y a... enfin, il est tout à fait possible de mélanger des composants Polymer, Bosonic, React... pas React, Xtags, pardon. Oui, mais dans du React. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Puisque pour moi, finalement, voilà, l'idée, c'est... vous voulez faire une appli React, enfin... Typiquement, React, c'est vachement bien pour gérer l'aspect j'ai des datas d'un côté, j'ai des templates qui représentent des fragments vus de l'autre. Il faut bien un truc pour mélanger tout ça. Et pour moi, finalement, les Web Components, c'est beaucoup plus bas niveau. C'est-à-dire, c'est pour ça que qu'on doit pouvoir utiliser ça dans ces templates JSX où on utilise React ou dans ces templates Angular, etc. J'espère que je suis à peu près clair. Merci à tous. Raphaël. Et je suis dispo après, hein, pas de soucis.